PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission, présente Sud Radio, on parle immo. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. On espère que vous avez trouvé un logement. Si ce n'est pas encore le cas, après la rentrée, on va vous aider à en trouver un, notamment au 0826 300 300 si vous nous appelez. On va parler aujourd'hui des résidences secondaires avec Laetitia Caron de Particulier à Particulier, PAP.fr, et avec évidemment Marc Ezrati, le chef d'orchestre de cette émission. Bonjour à vous Marc. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Je le disais, dans quelques minutes, on parlera des résidences secondaires, on parlera aussi de tout votre tracas immobilier quotidien. Vous nous appelez toujours au 0826 300 300 pour nous poser vos questions et pour que nos spécialistes y répondent. Mais tout de suite, on commence l'émission par le journal. Big Mat, les bâtisseurs ont leur maison, présente Sud Radio, on parle immo, le journal. Le journal de l'immobilier qui débute cette semaine, Marc, par la taxe foncière. On en a parlé sur Sud Radio. Elle commence à arriver dans les boîtes aux lettres des propriétaires et elle flambe. Et cette année, l'addition risque effectivement d'être très salée pour de nombreux propriétaires. En cause, la revalorisation des valeurs locatives qui servent de base dans le calcul de la taxe foncière. Elles ont augmenté cette année de 3,4%. Ajoutez à cela un changement dans le calcul qui prend désormais en compte l'inflation, et là inévitablement la facture risque de s'envoler dans pas mal de communes. Alors en moyenne, si la taxe foncière en France progresse de 1,9%, dans certaines villes c'est pas du tout le même cas, puisque 9% à Strasbourg, 12% à Tours et même plus de 13% à Marseille. Dans le département numéro 13, effectivement, c'est pas de chance pour les Marseillais. Marc, cette taxe foncière, elle va encore augmenter dans les années à venir ou pas ? Et oui, malheureusement, à compter de 2026, le mode de calcul des valeurs locatives cadastrales va évoluer et prendra en compte les loyers pratiqués en 2023 et non pas ceux de 1970 comme c'est aujourd'hui le cas. Et ça, c'est un nouveau coup de dur en perspective pour les propriétaires. Et Dieu sait si les loyers ont augmenté en 50 ans, effectivement. Oui. En 53 ans. Allez, on oublie un peu la taxe foncière, on parle de colocation. Une enquête BVA qui nous apprend un peu plus qui nous en apprend un peu plus en tout cas sur ce mode d'habitation. Et dans cette enquête BVA réalisée pour le site Colocataire, on apprend qu'un quart des Français vit ou a déjà vécu en colocation. Sans surprise, les jeunes sont les plus nombreux à pratiquer la coloc, alors que 86% des retraités ne l'ont jamais expérimenté. On apprend également que 20% aujourd'hui des étudiants vivent en colocation. Et enfin, concernant les critères de la coloc idéale, les Français sont 59% à évoquer l'existence d'un espace vert. Ah oui, pour eux, il faut un jardin dans la coloc idéale. S'il n'y a pas de jardin, c'est pas la coloc idéale. Bon, justement, tiens, là où il y a peu d'espace vert, à Paris, Marc, on a découvert qu'un homme louait un appartement d'à peine plus de 4 mètres carrés. Et ce locataire, c'est un serveur qui est en CDI dans une brasserie parisienne. Et il loue depuis 4 ans un logement d'à peine plus de 4 mètres carrés. Alors, évidemment, une surface qui ne correspond pas du tout aux normes de location d'un logement. C'est-à-dire que c'est interdit de louer. C'est interdit, Un bien pour être loué doit être décent, il doit avoir une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond de 2,20 mètres. Alors il y aurait quand même, d'après la mairie de Paris, plus de 60 000 chambres de bonne et logements de 8 mètres carrés et malheureusement une grande partie d'entre eux, une partie en tout cas d'entre eux, seraient loués. Sauf que là c'est même pas une chambre, c'est un bac à douche. En tout cas on continue ce journal Marc avec une autre histoire, elle est pas banale, c'est une histoire de relation entre propriétaires et locataires. Ça s'est passé à Carcassonne cet été. Et en conflit pour des impayés de loyer, une propriétaire a profité de l'absence de ses locataires partis en vacances pour vider la maison qu'ils occupaient. La propriétaire a même organisé un vide-grenier sauvage où de très nombreux riverains sont venus se servir sans scrupule. Eh oui. Rentrés de vacances, les locataires ont néanmoins pu récupérer quelques-uns de leurs biens après avoir porté plainte au commissariat. De son côté, la propriétaire indélicate est poursuivie pour vol avec effraction. Effectivement, on rappelle, vous ne pouvez pas vous faire justice vous-même. Et si vous êtes propriétaire, même si le locataire depuis plusieurs mois ne paye pas son loyer, il faut malgré tout laisser les procédures qui sont très longues se faire dans les règles, sinon ça peut vous retomber dessus. Merci Marc Ezrati pour ces informations. Tout de suite, la Minute Viager avec notre partenaire Senior Consulting Group. Et cette semaine, Marc, vous nous expliquez, c'est votre mission, vous nous expliquez la différence entre un viager occupé
et un viager libre. Le viager, c'est l'occasion pour un investisseur et un propriétaire senior de se rencontrer pour réaliser un projet. Ce projet dépendra évidemment du souhait du vendeur. D'abord, est-ce qu'il veut rester dans le logement après l'avoir vendu ? En effet, contrairement à une idée reçue, le viager n'est pas forcément occupé, même si cela reste la grande majorité des cas. Le vendeur peut vendre en viager libre, c'est-à-dire libre d'occupation, pour aller vivre ailleurs et toucher ses rentes jusqu'à son décès ou pendant une période donnée. Dans le cas d'un viager libre, l'acquéreur pourra alors, dès la signature de l'acte authentique, occuper le logement ou le louer. Ou le louer, en tout cas. Et du coup, c'est quoi la différence entre les deux ? J'imagine que le montant du viager n'est pas le même. Si vous voulez, le viager, il y a un droit d'usage et d'habitation. Voilà, un VUH. Et c'est ça qui fait la différence de prix entre le libre et le... C'est là toute la différence. Et l'occupé, vous restez dans les lieux. Effectivement, ce qui est plutôt pratique. Merci Marc Ezrati. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Viager ou pas viager, on va parler de résidence secondaire en compagnie de Laetitia Caron qui emménage en ce moment même dans le studio de Sud Radio pour le groupe Particulier à Particulier. Restez avec nous si vous avez des questions à nous poser, des questions même qui vous paraissent bêtes, mais qui ne sont pas bêtes, qui concernent votre logement, qui concernent votre loyer, qui concernent votre propriété, ce à quoi vous êtes astreint. 0826 300 300. Vous nous appelez, vous nous posez vos questions et on vous répond dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le Mac de l'Imo, décryptage et tendance de l'immobilier. Votre rendez-vous 100% immobilier sur Sud Radio. On parle immobilier avec Marc Ezrati. Aujourd'hui avec Laetitia Caron. Bonjour Laetitia. Bonjour Marc. On va parler cette semaine des résidences secondaires. C'est un marché qui semble-t-il se porte plutôt bien, même très bien, mais qui n'est pas sans poser quelques problèmes. Alors pour commencer, combien de résidences secondaires on compte en France ? Alors en 2020, Marc, on comptait 3 600 000 résidences secondaires. C'est le dernier chiffre qu'on a en statistique, qui a dû un petit peu changer, mais pas trop, contre 3 100 000 en 2010. Donc ça fait quand même 500 000 résidences secondaires de plus en 10 ans. Ça représente 10% du parc de logement, c'est loin d'être négligeable. Et surtout, comme c'est boosté, ça a été beaucoup boosté par la crise sanitaire, les résidences secondaires, avec beaucoup de Français qui ont envie d'aller acheter des choses au vert, on pense que ça pourrait augmenter et assez rapidement atteindre les 4 millions. Ce sont des résidences qui sont concentrées plutôt pour la plupart à la montagne et à la mer, par exemple, et ça pose dans certaines villes quelques problèmes. Une ville comme Cabourg, par exemple, aujourd'hui, c'est 80% de résidences secondaires, c'est pareil au Touquet, Arcachon, c'est 60%. En d'autres termes, on sort des vacances scolaires, il n'y a plus personne. Ah, c'est ça. Mais c'est un des problèmes, c'est-à-dire que ça fait des villes qui, hors vacances scolaires, sont vides et un peu fantomatique. Et donc, ça a un impact, évidemment, sur les habitants. Alors, effectivement, ces chiffres, ils sont impressionnants. Est-ce que c'est ce qui explique, selon vous, les actions qui sont menées contre les résidences secondaires dans certaines régions ? Par exemple, au Pays Basque, on a vu cet été des agences immobilières prises pour cible. C'est clair que le développement de ces résidences secondaires, ça a un vrai impact pour les locaux, puisque les prix augmentent, le pouvoir d'achat des personnes qui achètent des résidences secondaires est très souvent bien supérieur aux locaux, notamment parce que ce sont des urbains où les salaires sont souvent plus élevés. En plus, ils ont la possibilité de rentabiliser le bien par la location touristique. Donc tout ça fait augmenter le prix de l'immobilier, et donc les locaux doivent finir par quitter les villes, ce qui évidemment est très embêtant pour eux. Et en plus, on l'a dit, comme les villes ne sont pas occupées une grande partie de l'année, ça rend vraiment le résultat très pénible. Alors du coup, Laetitia, c'est quoi la solution pour éviter que les locaux ne subissent l'envolée des prix et le manque de logements ? Est-ce qu'on doit par exemple créer plus de logements ? Alors, on pourrait imaginer en construire, par exemple, mais d'abord, dans les zones concernées, je l'ai dit, mer, montagne, souvent les terrains sont chers. Et puis, c'est pas parce qu'on construit des maisons qu'elles ne vont pas être occupées en tant que résidence secondaire. Donc, ça règle pas forcément le problème. Vient s'ajouter à ça la problématique d'artificialisation des sols. On a un certain nombre de réglementations aujourd'hui, la pénurie des matériaux. Bref, on voit bien que la construction, c'est pas forcément la solution. Il y a une autre solution, et qui est peut-être la seule solution, c'est la régulation. Il y a deux options pour réguler. Soit on régule le marché des résidences secondaires, soit on régule le marché de la location touristique, qui est lui-même en grande partie responsable, on l'a vu, de l'explosion des prix.
La majorité des villes en Europe sont confrontées à ce problème. On n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de villes en Europe, Barcelone, Lisbonne, Vienne, Amsterdam, on peut en citer d'autres. Et la plupart de ces villes ont fait le choix de réguler la location touristique. Alors, comment elles font ces villes ? Alors, ça varie un peu selon les villes, mais en gros, pour la plupart des villes, ce qu'il faut, c'est demander une autorisation pour louer en location touristique. Certaines villes acceptent un certain nombre de nuits sans autorisation. Par exemple, à Amsterdam, vous avez le droit de louer jusqu'à 30 nuits sans autorisation. À Paris, c'est 120 nuits en comparaison. Et le but, c'est que les résidences principales seules puissent être mises en location quand le propriétaire ne l'occupe pas. Et que, en revanche, il n'y ait moins de biens loués en location touristique à l'année. Et ça marche, ces mesures ? Alors, c'est un peu tôt pour en juger. À Paris, on peut dire que ça n'a pas l'air de très bien marcher, puisque pendant le Covid, on l'a vu, c'est vrai qu'il y a beaucoup de logements qui sont revenus sur le marché de la location classique. C'était lié au fait qu'il n'y avait pas de touristes. Donc, les propriétaires, évidemment, ils ont remis en location sur le marché classique. Mais là, maintenant que les touristes sont revenus, les logements, ils sont disparus, ils sont repartis. Les propriétaires ont repris la location touristique. Faut vraiment avoir en tête... Et on ne peut pas que condamner les propriétaires. La location touristique, elle est moins contraignante et elle est plus rentable. Donc évidemment, si c'est pas régulé, on peut être tenté de faire de la location touristique. Donc réguler, ça peut marcher, mais il faut aussi mettre des moyens pour contrôler. À Barcelone, par exemple, il y a 100 contrôleurs. C'est ce qui fait que ça marche. Alors justement, vous avez dit tout à l'heure qu'on pouvait réguler le marché des locations saisonnières, touristiques, ou plus directement le marché des résidences secondaires. Mais qu'est-ce que vous entendez par là ? Comment ? Il pourrait y avoir aussi des solutions pour limiter le nombre de résidences secondaires, qu'elles soient louées ou pas d'ailleurs. En gros, alors il y a plusieurs solutions. Il y en a une qui est assez communément évoquée, c'est de taxer. En France, on est un pays où on taxe beaucoup. Mais il y a aussi d'autres solutions et on pourrait imaginer par exemple créer un usage de résidence secondaire comme il existe aujourd'hui, un usage habitation ou un usage commerce. Et donc l'intérêt en créant un usage résidence secondaire ou tourisme, eh bien ça empêcherait que des résidences principales deviennent des résidences secondaires. Et selon vous, ça changerait quoi ? Ça permettrait aux mairies de gérer le taux de résidence secondaire comme elles gèrent le taux de commerce. Par exemple, à Biarritz, on a cité un exemple tout à l'heure, la mairie pourrait décider que le taux de résidence secondaire ne peut pas excéder 25%. Et donc tous les biens en résidence principale devraient être vendus en résidence principale. Et si les biens actuellement en résidence secondaire sont hors quota, alors ils devraient être revendus en résidence principale et il serait interdit à ceux qui les achètent d'en faire une résidence secondaire, au même titre qu'il est interdit de transformer aujourd'hui un commerce en logement directement. Et du coup, avec ce schéma-là, les prix de l'immobilier, ils pourraient arrêter de s'envoler ? Ce serait probablement l'autre intérêt de créer un nouveau type d'usage, c'est que ça séparerait les marchés et donc ça pourrait avoir en effet un impact sur les prix. Aujourd'hui, par exemple, on ne compare pas les prix de commerce au prix des logements parce que ce sont des marchés différents. Donc de la même manière, peut-être que le prix des résidences secondaires s'envolerait, mais cela serait sans impact sur le prix des résidences principales, qui serait un marché différent. Ça empêcherait le tourisme d'avoir un impact sur l'immobilier. Et du coup, si des militants du Pays Basque nous écoutent, je les invite à soutenir cette mesure plutôt que d'en vouloir aux agents, parce que les agents ne sont pas responsables. On aura entendu quelqu'un de PAP défendre les agents immobiliers. C'est fair play. Bravo. Et donc tout ça, c'est des bonnes idées. On va continuer à en parler tout au long de la saison. C'est un sujet brûlant et on en reparlera encore. Évidemment, surtout qu'en plus, on a beaucoup de gens qui nous écoutent sur Sud Radio, notamment du côté du Pays Basque ou dans les Pyrénées-Atlantiques, mais aussi en Corse, du côté de Corté, où il y a une vraie crise du logement. On parle souvent de ce sujet comme si c'était un antagonisme entre les touristes et les locaux. C'est aussi parce qu'ils ont du mal à se loger, les jeunes, ça coûte cher et ils n'en trouvent pas. Donc bref, continuez à nous appeler. 0826 300 300, vous avez de nombreuses questions. C'est la rentrée étudiante en ce moment et du coup, tiens... c'est la course pour trouver des logements étudiants. C'est aussi un moment où vous avez pas mal de questions à vous poser quand vous renouvelez votre bail. 0826 300 300. On parle IMO jusqu'à 10h sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission présente. Sud Radio, on parle IMO. Votre rendez-vous 100% immobilier. On est ensemble jusqu'à 10h sur Sud Radio avec Marc Ezrati, avec Laetitia Caron du groupe PAP. On parle de votre logement. C'est la rentrée.
Tiens, c'est aussi la rentrée des étudiants. Vous cherchez des logements, que vous soyez à Toulouse, que vous soyez à Marseille, à Bordeaux ou même à Lille, comme Alexandre qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Alexandre. Bonjour, vous allez bien ? Écoutez, nous ça va, on a un logement, mais c'est pour ça que vous nous appelez justement. Je vous laisse entre les mains de Marc Ezrati. Bonjour Alexandre. Alors, Bonjour. Vous êtes étudiant à Lille et visiblement vous galérez pour trouver un appart. Expliquez-nous ça. En fait, voilà, j'ai ma rentrée qui va être le 19 septembre et là, ça fait 2 mois que je suis en recherche active pour trouver un appartement sur Lille. Et j'ai beau consulter beaucoup d'annonces, envoyer beaucoup de messages, pour le moment, j'ai très peu de réponses. Les rares réponses que je vais recevoir sont plutôt négatives ou sinon l'appartement est déjà pris. Donc du coup, je ne sais pas trop quelles seraient les meilleures solutions pour trouver un appartement parce que pour le moment, j'ai pas de solution de me loger sur l'île. Et aussi, j'avais entendu qu'il y avait beaucoup d'arnaques qui pouvaient se trouver sur ces sites. Donc je voulais aussi savoir comment éviter ces arnaques. Eh ben, écoutez, on va essayer on va poser la question à Laetitia Caron, directrice générale de PAP qui est avec nous. Alors, Laetitia, on comprend l'angoisse d'Alexandre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour multiplier ses chances de trouver un logement ? Eh bien, bonjour Alexandre. Alors, c'est vrai qu'à la rentrée, il y a une très forte pression parce qu'il y a beaucoup de recherches. C'est Tout le monde stressant. cherche en même temps, tous les étudiants cherchent en même temps. Et puis à Alors Lille, que le pic d'offres, il est plutôt en juin parce que les étudiants qui quittent leur logement, ils le quittent en juin. Donc, il y a un petit décalage. Bon, après, c'est pas impossible et on va donner des conseils à Alexandre. Bon, alors d'abord, premier conseil, impératif, ça paraît évident, mais de répondre rapidement aux annonces dans la journée. Il faut être très réactif parce que il doit s'en rendre compte, il n'est pas tout seul. Pour ça, il faut créer une alerte email et répondre très vite. Quand on répond sur son message, faire un message complet. On met pas juste « bonjour, je suis intéressé » ou « est-ce que votre appart est toujours dispo ?» C'est vraiment se présenter. Donc Alexandre, voilà, je me présente, je suis étudiant à telle université, mes revenus sont de temps, mes parents se portent caution, leurs revenus sont de temps, je perçois également des aides, etc. En gros, Alexandre, présentez-vous comme le gendre idéal. C'est compris ou pas ? C'est à peu près ça. Tout à fait. Laetitia Caron. Voilà. Et puis si, malgré ça, vous n'avez pas de réponse, parfois, il faut aussi revoir vos critères. Ça peut être une question de critères. Ouais. Alors justement, Laetitia, qu'est-ce qu'on peut revoir sur ces critères ? Une solution pour Alexandre, ça peut être de s'orienter sur un logement vide. Je sais que la plupart des étudiants cherchent idéalement un logement meublé, évidemment. Ça paraît plus simple quand on s'installe. Mais d'abord, haro sur les logements meublés, il y a aussi des logements vides. Or, meubler un logement vide, ça peut ne pas coûter du tout très cher pour un étudiant. Il y a beaucoup de meubles d'occasion. Et puis, un logement étudiant, il va falloir acheter un lit, un bureau, une table, 2 chaises. Bon, c'est pas un budget forcément Une passoire énorme. à pâtes. Aussi. Évidemment. On a tous les Exactement. mêmes souvenirs. Une bouilloire. Bon. Mais voilà, en location vide, souvent, en plus, les coins cuisine sont équipés. Donc, c'est pas forcément un gros budget. Et surtout, le loyer en location vide, il est souvent moins cher qu'en meublé. C'est souvent 10% moins cher à peu près. Et puis, le dépôt de garantie est moins élevé. En meublé, c'est 2 mois de loyer hors charge. En vide, c'est 1 mois. Bon, donc, l'écart, ça peut payer le Après, il y mobilier. a une différence qui est importante aussi entre le meublé et le logement vide. C'est notamment la rupture de bail, le préavis. Oui, alors, sauf que pour le locataire, Oui. c'est Ouais, 1 mois de c'est un préavis, mois. quoi qu'il Ça arrive. revient au même. Surtout en zone tendue, comme Lille, la ouais. ville de Ouais, Lille. ouais. Donc, Alexandre n'a pas d'inquiétude Bon, là-dessus. allez-y. Imaginons que Alexandre, et c'est ce qu'on lui souhaite, décroche une visite. Est-ce qu'il y a un truc ou des astuces pour valoriser son dossier ? Alors déjà, l'importance de l'attitude, ne pas négliger son attitude. Il faut faire bonne impression, être sérieux, poli. On parlait tout à l'heure du genre idéal. C'est un peu aussi comme un premier entretien d'embauche. On Voilà. vous met pas Ou du une tout la première pression, rencontre. Alexandre. On vous met pas du tout la pression. Ou une première rencontre aussi, Bon. c'est bien aussi. Et moi, ce que je conseillerais, pour avoir l'air sérieux, ce qu'il faut, c'est venir avec son dossier. C'est pas arriver les mains vides. Préparer son dossier en amont, ça veut dire préparer toutes les pièces, avoir les originaux, avoir aussi des photocopies qu'on va pouvoir laisser au propriétaire. C'est quoi les pièces, Laetitia, qu'un étudiant doit présenter Alors, les dans pièces, son dossier ? c'est assez simple. Sa pièce d'identité, sa carte d'étudiant, une attestation d'inscription dans l'école ou l'université, les 3 derniers bulletins de salaire si Alexandre a un job. Il y a beaucoup d'étudiants qui ont des jobs, donc là, je ne sais pas si Alexandre a un job, ou son contrat de travail. Et puis, il ne faut pas oublier les pièces concernant les garanties. Alexandre, vos parents se portent garant pour vous ? Oui, Ok. ils sont garants. Ils sont salariés, ils sont propriétaires ? Ils sont indépendants et propriétaires.
D'accord. Alors, il faut que dans votre dossier, vous fournissiez aussi la pièce d'identité de vos parents, un justificatif de revenus. Donc, pour des parents indépendants, vous fournissez l'avis d'imposition. Et puis, un justificatif de domicile. Donc, idéalement, quand ils sont propriétaires, vous donnez la taxe foncière. D'accord. Alors, Laetitia, l'autre question que Alexandre nous posait tout à l'heure, c'est le risque de se faire arnaquer. Est-ce qu'il a raison de s'inquiéter ? Alors, je ne vais pas vous dire le contraire, il a raison de s'en inquiéter. C'est vrai qu'il y a pas mal d'arnaques sur beaucoup de sites d'annonces, malheureusement. Après, il faut être prudent, il ne faut pas devenir parano. Il faut déjà faire attention aux plateformes. En gros, pour faire simple, si n'importe qui peut diffuser une offre sans contrôle et qu'il y a juste un algorithme qui contrôle, il y a un risque d'arnaque. Donc, il faut être vigilant sur un certain nombre de sites. Il y a une astuce simple que moi je recommande beaucoup, qui est accessible vraiment à tous, pour faire une vérification rapide, c'est de vérifier les photos. Alors comment on fait ? On va sur la recherche Google à partir d'une photo, ça se fait sur un ordinateur. Et si cette photo, on la trouve sur un autre appart dans une autre ville, par exemple là, Alexandre, si vous trouvez la photo dans sur un studio à Paris 17e, c'est sûr à 100% que c'est une arnaque. Et vous verrez que les arnaqueurs, ils s'embêtent pas, ils utilisent quand même beaucoup les mêmes photos. Et ça arrive beaucoup plus souvent que ce qu'on pense. Exactement. Et puis il y a une autre règle à respecter, c'est de ne jamais envoyer d'argent ou ses pièces, son dossier, par mail avant d'avoir visité le logement. On n'envoie rien avant. Alexandre, est-ce que la réponse de Laetitia Caron vous rassure ? Franchement, oui, là, je ne connaissais pas toutes ces techniques. Voilà. Par rapport aux arnaques, je vais quand même être beaucoup et pour plus la vigilant. photo, c'est que sur ordinateur, Google. C'est pas sur l'application, c'est pas sur le portable, je crois. Non, sur ordi, Okay. Voilà. Tiens, en un mot d'ailleurs, Alexandre, parce qu'on vous a pas encore posé la question, mais vous cherchez quoi comme type de logement ? Tiens, des fois qu'un propriétaire nous écoute sur Sud Radio depuis Lille en DAB+. Voilà, je suis en recherche avec 2 colocataires dans l'appartement non meublé sur l'île centre, si plutôt possible. dans le centre-ville, pas loin de la Grand Place. C'est un coin magnifique. Vous avez raté la soif. Et oui, alors aussi avec modération. On est désolé pour vous, mon cher Alexandre. Vous avez raté la braderie, mais vous en vivrez d'autres du côté de Lille. Bon courage, bonne chance. Merci beaucoup en tout cas pour vos conseils. Et tenez-nous au courant, au 0826 300 300. Et vous tous qui nous écoutez, qui êtes dans le même cas que Alexandre, vous nous appelez 0826 300 300. Alors, Laetitia, on a finalement relativement peu de temps, mais on a quand même pas mal de monde qui nous envoie des messages. Tiens, par exemple, Sébastien, il nous demande si c'est vrai, on avait parlé un petit peu la semaine dernière, si c'est vrai qu'il doit verser 220 € de droits d'auteur à la SACEM en tant que propriétaire d'un logement touristique. Alors oui, Marc, c'est absurde, mais c'est vrai. Enfin... C'est vrai si la SACEM lui réclame. Mais en tout cas, si elle lui réclame, il devra s'acquitter d'une taxe annuelle au titre du droit d'auteur, dont le montant est très précisément de 222,91 €. Ce montant, il est calculé sur la base de 2 € par jour et équivaut à 110 jours de location par an. Et pour être redevable de cette taxe, malheureusement, il suffit que le logement loué dispose d'une télévision. Si Sébastien refuse, et je lui déconseille de refuser, parce qu'il s'expose à une amende qui peut aller quand même jusqu'à 300 000 €. Au mieux payer les 222 €, même si c'est agaçant. Oui, c'est complètement fou, cette histoire de la SACEM. Merci, Laetitia. Merci à vous, et puis bon week-end. Tiens, et bonne chance à Alexandre dans sa chasse à l'appartement. On lui offre ce livre chez Bréal, Studiorama, la location étudiante, 50 questions essentielles. C'est publié, c'est écrit par David Laval. C'est un cadeau pour vous, Alexandre. Restez en ligne, vous qui êtes encore au standard de Sud Radio, 0826 300 300. Merci à vous. Merci à vous, Marc Ezrati également. Oui, et on va passer au coup de cœur. On passe au coup de cœur. Sud Radio, on parle IMO, les biens coup de cœur. Vous sont présentés par Préto, l'expert en ligne du crédit immobilier. Simulez combien vous pouvez emprunter sur Préto.fr. Laetitia, c'est l'heure du coup de cœur. On part où ce matin ? Alors, cette semaine, je vous emmène en banlieue parisienne, Marc, dans la commune de Chelles. Pour situer Chelles, c'est à une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau de Paris. C'est dans le département de la Seine-et-Marne, donc à l'est. C'est une commune qui est très bien desservie par les transports en commun, ce qui permet de rejoindre Paris, gare de l'Est, en 15 à 20 minutes en train, donc c'est assez rapide. Et on a aussi l'autoroute A4 et l'autoroute A104 qui est pas très loin du tout de Chelles. Alors, c'est un appartement ou une maison que vous nous proposez ? C'est une maison, c'est une très jolie maison des années 30 en pierre de Meulière. C'est une véritable carte postale du pavillon de banlieue. Et ça ferait vraiment un super décor de cinéma. C'est une maison qui a été récemment refaite avec une jolie
jolie déco, soignée, qui conserve en même temps les éléments d'origine. Il y a une cheminée en marbre dans le séjour, il y a des carreaux de ciment d'époque dans l'entrée. Bref, ça manque vraiment pas de charme et il n'y a plus qu'à poser ses meubles, c'est très sympa. Oui, on a vu ça sur les photos. Elle fait quelle taille cette maison ? Elle fait 100 mètres carrés, il y a 5 pièces, dont 3 chambres. C'est idéal pour une famille. Et il y a bien entendu un jardin qui fait 360 mètres carrés. Oui, c'est pas c'est pas mal. négligeable. Ouais. Ça, c'est la coloc idéale dont on parlait en Exactement. début d'émission, par Exactement. exemple. Le prix de cette maison ? 397 000 €, ça fait 3 970 € du mètre carré, sachant que nous sommes au centre-ville de Chelles. C'est tout à fait conforme à ce qu'on observe habituellement sur le marché, et parfois même pour des biens en moins bon état, avec beaucoup moins de charme. Donc vraiment, c'est un bon petit coup de cœur. C'est pas mal. Ouais. Moi, j'y vais. Merci beaucoup Laetitia Caron, DG de PAP.fr. On vous retrouvera avec grand plaisir la semaine prochaine. On continue notre tour de France ce matin. On part à Montpellier et on va rejoindre Audrey Mulat, elle est directrice du réseau immobilier Évidence. Bonjour Audrey. Bonjour Marc. Alors, à Montpellier, qu'est-ce que vous avez de beau à nous proposer ? Allez, je vais vous emmener dans un quartier très prisé de Montpellier. On va aller dans le quartier Port-Marianne, qui est idéalement placé à Montpellier. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve à Port-Marianne ? Alors là, nous, notre bien coup de cœur, cette semaine, c'est un appartement T3, au cœur de ce quartier, qui donne vraiment sur le parc de ce quartier, donc avec une très très belle vue, un très bel environnement. Et on est donc sur un appartement avec 2 chambres et une terrasse agréable. Et le DPE, il est comment, la classe énergétique Le diagnostic, on le de rappelle à chaque performance fois. énergétique. Voilà. On est sur une construction de 2015, donc on a un diagnostic énergétique En C, qui je est pense. bon. Ouais. Voilà, B en électricité et A en gaz. Ah, formidable. D'accord, le prix de ce bien ? Alors là, on est sur un appartement qui est mis en vente actuellement à 327 050 €. C'est très précis. Oui, ça c'est plutôt un bon prix. Merci beaucoup Audrey Mulat, directrice du réseau Avec Évidence. plaisir. Et je vous retrouverai la semaine prochaine d'ailleurs. Bonne semaine à vous. fait. Allez, Bonne semaine. on file tout de suite à Clermont-Ferrand et on retrouve Julien Semonsu. Bonjour Julien. Bonjour, toute l'équipe de Sud Radio. Bonjour. Consultant chez Foncia, donc à Clermont. Alors, Julien, qu'est-ce que vous avez de beau à nous proposer à Clermont ? Alors, cette fois-ci, on a du coup un appartement qui est situé à proximité du parc Montjusé de Clermont-Ferrand, donc pas très loin du centre-ville. Un appartement du coup type 5, un grand volume de 101 mètres carrés. D'accord. Et qu'est-ce que... on a une terrasse, on a un extérieur pour cet appartement ? Alors, oui, exactement. On a un balcon filant, du coup. L'appartement est traversant nord-sud, les chambres au nord et la pièce à vivre, du coup, au sud, avec un double séjour avec parquet. Il est ultra lumineux, au calme, dans une résidence vraiment top. D'accord. Voilà. Et le diagnostic de performance énergétique ? Le DPE, on est sur un immeuble années 70, on est en E, du coup, On pour est en celui-ci. E, d'accord. Oui, Bon, avec et, double vitrage. d'accord. Et le prix ? Le prix, on est à 205 000 €. Il vient tout juste de baisser. Ah oui. Et en plus d'un coup de cœur, un bon plan. Exactement. Merci beaucoup Julien. Alors toutes ces images des biens présentés par Laetitia Caron, Audrey Mulat et vous, Julien Semonsu, sont à retrouver sur les réseaux sociaux de Sud Radio. On peut également aussi et surtout appeler le standard de Sud Radio. On rappelle le numéro 26 300 300. 0826 300 300. Tiens, vous cherchez un logement, vous avez une question, vous nous appelez, vous nous laissez des messages, un message au moins. On vous rappelle, on vous répond avec nos spécialistes de l'immobilier, avec Laetitia Caron samedi prochain, avec également Marc Kesrati. On parlera de quoi la semaine prochaine ? On parle de l'érosion des côtes et du recul du trait de côte, hein, parce que Le si on ne recul fait pas du gaffe, trait de côte qui ne va peut-être pas... à la fin du siècle et même bien avant, on pourrait voir disparaître quelques dizaines de milliers de maisons. Hélas, ça ne va pas s'arranger. C'est le changement climatique. On est tous dedans. Merci beaucoup, Marc Kesrati. Sud Radio, on parle immo. Avec PAP.fr, première plateforme immobilière sans commission.